Le 4e jour de notre voyage, jeudi 9 juin 2011, nous avons récupéré la complicité du soleil et nous reprenons notre itinéraire pédestre au départ de la place Saint-Georges. Place Saint-Georges qui est l'endroit où Calas a été exécuté au XVIIIe siècle. La place Saint-Georges est un incontournable du centre-ville de Toulouse. Nous passons à côté d'une fontaine Wallace qui nous rappelle plutôt Paris. Des quartiers résolument plus modernes à proximité de la place Saint-Georges. Comme à Lyon, Paris, Rouen, Vélo Toulouse. Un centre commercial, Espace Saint-Georges. Toulouse, selon l'expression du guide Michelin, ville rose le matin, ville mauve le midi, ville rouge le soir. L'espace commercial Saint-Georges remplace un quartier vétuste. Il aboutit à la place Occitane. Des colonnes végétalisées ont été installées place Occitane. Même si les balcons sont plein sud, l'urbanisme est beaucoup moins beau que celui du vieux Toulouse. Rue du Rempart Saint-Étienne. Franchissons le boulevard Carnot. Dans le square des combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine, une statue de l'abattu Roland soutenant l'olifant. Le charme des villes du Sud avec les avenues plantées de platanes. De beaux balcons au dernier étage de ces maisons. Rue Labéda, le nouveau théâtre national de Toulouse. La façade en briques du TNT, Théâtre national de Toulouse, est due à l'architecte Alain Sarfati. Par la rue des Trois Journées, nous allons accéder à la grande place Wilson, place circulaire, qui est un des lieux stratégiques de Toulouse. Une place circulaire. En son centre, le square Pierre Goudouli, poète occitan. Être célèbre, c'est être condamné aussi plus tard à être un support à pigeons. Beaucoup de rues rayonnent à partir de cette place circulaire.
On remarquera qu'en occitan, ce brave marquis de Lafayette s'appelle Lafayetta. Nous poursuivons vers la rue d'Austerlitz. Comment va-t-elle s'appeler en occitan? Austerlitza? Carriera d'Austerlitz, finalement. Nous nous engageons à gauche dans la rue Victor Hugo. Tout ce qu'il faut pour les gourmands. Pruneaux d'Agen, bonbons à la violette ou sirop de violette. Et les boîtes de cassoulet. Nous contournons le marché Victor Hugo par la gauche. Un des 7 marchés couverts de Toulouse. Erreur, erreur, il y a 7 marchés de plein air et 3 marchés couverts, dont Victor Hugo. Évidemment, ce n'est pas aussi beau que les halles de Budapest. Rue Rival. Retour dans la rue d'Alsace-Lorraine. Carriera d'Alsacia Lorena. On remarque que le cadran de cette pendule de 1895 a 24 heures. Il y a beaucoup de façades à admirer rue Alsace-Lorraine. Notamment la façade Art déco de l'ancienne agence de la Dépêche du Midi, l'ancienne rédaction. La rue Alsace-Lorraine, qui, nous l'avons déjà dit, est l'un des grands axes de la vie toulousaine. Les mascarons. Le orange est délibérément accentué. Ici peuvent s'habiller les aficionados du rugby. Un bel immeuble avec 2 cariatides en façade. Juste à côté des Galeries Lafayette. Nous nous dirigeons à présent vers la basilique Saint-Cernin. La place du Capitole, dans le prolongement de la rue Rémusat. Mais nous allons emprunter la rue du Périgord. Nous passons devant la bibliothèque municipale de Toulouse. À proximité de la bibliothèque, la chapelle des Carmélites est réputée pour ses magnifiques plafonds peints. Quand on a fait un chemin, pour 2 heures, repartir avec mon âme et revenir.
On ne s'embarrassait pas de scènes grandiloquentes à l'époque. De belles clés de voûte. Pilastres dorés. Rue du Thor. Cette artère relie le Capitole et la basilique Saint-Cernin. Le portail de l'ancien collège de l'Esquille, dû à l'architecte Nicolas Bachelier, abrite les locaux de la nouvelle Cinémathèque de Toulouse. La Cinémathèque. Programmation Luchino Visconti. Depuis le XVIe siècle, on voit que l'architecture a été quelque peu transformée. Les couleurs de la rue du Thor. Nous nous approchons de la basilique Saint-Cernin. La façade de Notre-Dame du Thor, que nous verrons une autre fois. Et voici le clocher octogonal à 5 étages de la basilique Saint-Cernin. Porte Miègeville. Si vous ne vous êtes pas endormi confortablement installé dans votre fauteuil, vous vous souvenez que nous avons déjà visité l'intérieur de cette basilique Saint-Cernin, la plus célèbre et la plus belle des églises romanes de France. Mais nous n'avions pu filmer les extérieurs à cause de cette maudite pluie. Saint-Cernin est situé juste à côté du musée Saint-Raymond, visité également récemment. Saint-Cernin est la basilique la plus riche en reliques. Saint-Cernin est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été richement dotée par Charlemagne. Elle s'élève sur l'emplacement d'une basilique du IVe siècle, qui était dédiée à Saint-Cernin ou Saturnin. Au flanc sud, le portail de l'Annonciation. L'édifice, commencé vers 1060, a été achevé au milieu du XIVe siècle, mais il a été rénové par l'inévitable Viollet-le-Duc. Une belle place tout autour de la basilique, qui est une étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Dans la nef, la brique domine. Par contre, au chevet, c'est la pierre qui domine. Le clocher date du XVe siècle. La flèche, ai-je voulu dire. Les chapelles du chevet. Le chevet est la partie la plus ancienne du monument. Il date du XIe siècle.
Cette basilique romane est tout simplement magnifique. Ah oui, non, comme on était avec les petits. Salut. Bon, on va chercher un truc pour les gens. D'accord. Ok, bon. Il ne doit pas être déplaisant d'habiter un immeuble de la place Saint-Cernin avec une si belle vue. J'en profite pour rectifier une petite indication tout à l'heure. Elle a été commencée non pas en 1060 mais en 1080. La restauration de Viollet-le-Duc a eu lieu en 1860. Mais tout récemment, il y a eu des travaux qui ont consisté à restaurer un petit peu l'aspect primitif. La voûte végétale des tilleuls rend très agréable cette visite extérieure de Saint-Cernin. Croisillon Nord. La place Saint-Cernin est agréablement ombragée. À midi, la façade est plongée dans la pénombre. Nous verrons le soir, si le soleil est de la partie, un éclairage différent. Une bâche posée sur la façade. Et en face de Saint-Cernin, le musée Saint-Raymond, que nous avons eu l'occasion de visiter avec ses antiquités romaines. Comme aujourd'hui il fait beau, les lauriers roses s'épanouissent et nous allons pouvoir regarder le petit jardin, filmer plus facilement le petit jardin du musée Saint-Raymond. C'est quand même plus agréable ainsi. Rue Cartaillac. Et pour ceux qui s'interrogent pour savoir qui était Émile Cartaillac, sachez qu'il s'agit d'un préhistorien. Moi, je ne m'y connais pas en préhistoire, je n'ai même pas lu les œuvres complètes de Raon. Place du Pérou, qui ressemble plutôt à un carrefour. Rue des Lois, nous nous dirigeons vers l'église des Cordeliers. C'est quand même plus agréable de se balader dans des rues inondées de soleil. Rue du Collège de Foix. À droite, les vestiges du couvent des Cordeliers. Au clocher octogonal. Cour intérieure de l'ancien collège de Foix. Aujourd'hui occupé, tenez-vous bien, par la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Compassion. Rue Antoine de Ville. Nous sommes non loin de la place du Capitole. Rue Pargaminière. Par la rue Joseph-Lacanal, on aboutit à l'église des Jacobins.
Avec la basilique Saint-Cernin et la cathédrale Saint-Étienne, l'église des Jacobins est l'un des 3 grands édifices du Moyen-Âge à Toulouse. C'est le triomphe du gothique méridional. La décoration extérieure est très sobre. Seules quelques gargouilles montent la garde. Pas de transept, pas de collatéraux, pas de déambulatoire. Une nef simplement, séparée par des colonnes. 20 mètres de largeur, 75 mètres de longueur et 28 mètres de hauteur. Les roses datent du XIVe siècle. Par contre, les autres vitraux ont été posés en 1923. Tombeau de saint Thomas d'Aquin. Ici repose saint Thomas d'Aquin. Pour soutenir les voûtes, il y a au total 7 colonnes. La dernière est le palmier. Du palmier partent pas moins de 22 nervures. Chapelle axiale. L'intérieur de l'église des Jacobins était autrefois polychrome. Sous le Premier Empire, l'église a servi d'écurie. Puis elle a été intégrée au lycée Pierre de Fermat, tout proche. Et des élèves venaient y jouer au ballon. La construction de cette église a débuté en 1230. La nef est divisée en 2 parties à cause des 2 missions des Jacobins, le service de Dieu et la prédication.
le cloître. On remarquera les colonnes jumelles. Les parties est et sud étaient détruites en 1830. Depuis, ils ont été reconstitués grâce à des vestiges que l'on a retrouvés çà et là. Un véritable exploit archéologique. La salle capitulaire. À gauche de la salle capitulaire, la chapelle Saint-Antonin. Évêque de Pamiers. Christ de l'Apocalypse. Saint-Antonin. Les reliques du martyr qui naviguent sous la garde de 2 aigles blancs. Les murs peints évoquent des légendes de la vie du saint. Le clocher octogonal de l'église des Jacobins rappelle celui de Saint-Cernin. Retour dans la rue Lacanal vers l'hôtel Bernuy. En avant vers la place de la Dorade. L'hôtel de Bernuy, sa porte est fermée. Arrivée place de la Dorade, en bord de Garonne. Sur le pont Neuf. Les trous dans le pont ont été aménagés exprès pour permettre à celui-ci de résister à des crues éventuelles de la Garonne.
Le dôme de la Grave, rive gauche de la Garonne, quartier Saint-Cyprien. Les bâtiments de l'Hôtel-Dieu. Descendons. La Garonne est en crue, ce qui empêche les croisières. La pluie va revenir demain, hélas. Mais nous avons programmé un musée à nouveau. Le pont Neuf, plus vieux pont de Toulouse, a été commencé en 1544 par Nicolas Bachelier sur l'ordre de François Ier. Il n'a été achevé qu'en 1632. Nous allons voir l'église Notre-Dame de la Dorade, mais il nous faut remonter au-dessus. Une entrée latérale. Adoration de la Vierge Noire. L'église est très chère au cœur des Toulousains.
On peut téléphoner à pied, puis la fax à la clinique, à la... Bon. La façade de Notre-Dame-la-Dorade. Le superbe Palais des Arts. La brasserie des Beaux-Arts ou brasserie Flo est l'un des lieux les plus courus de Toulouse, en bord de Garonne.